si jamais on nous dit quel est le nom du processus parent de tvn server.exe, qui n'est pas le processus parent de service.exe. Alors, on va aller dans le gestionnaire, Task Manager, on va se le faire en interface graphique que vous voyez bien. On revient sur More Details, on va dans Détails. D'accord. Donc là, on pourrait regarder les PID, hein, mais ça pourrait être un petit peu compliqué. Allons voir quand même les processus. Hein. Donc on a dit quoi? The non-sucking service. Intéressant ça. Ok, tight VNC, tight VNC, tight VNC. Donc on voit que service, il en lance un paquet. Donc si on lance Process Explorer, on voit que on a notre tvn server exe qui a été lancé en effet par explorer.exe. D'accord? En fait, il est là, je pense. Hein. Hop. Voilà, ça me permet de gérer, de voir ce qui tourne, et on voit qu'il tourne en mémoire, d'accord? Donc c'est l'interface graphique, en fait, c'est ce qui me permet de me connecter là, maintenant, à ce serveur. C'est le TightVNC serveur, d'accord? Donc on voit qu'Explorer a lancé 2 processus. Moi-même, là, j'ai lancé ma fenêtre, et en tâche de fond, puisque je suis connecté dessus, je peux pas te le montrer. Enfin si, il est quand même lancé là. Voilà, je suis connecté là au service TightVNC. C'est comme ça que je peux prendre la main et vous faire la démonstration. D'accord? Ensuite, si on nous dit LSAS, quel est l'utilisateur qui tourne? LSAS, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir plus de détails et lui demander de quoi? De me montrer en tant qu'administrateur. Donc là, je peux exécuter des trucs en tant qu'administrateur, mais je vais lui dire montre-moi tous les détails. Et pour ce faire, il faut être admin. Donc là, il se relance avec une élévation de privilèges et vous voyez qu'on va avoir beaucoup plus de choses. C'est normal, on a plus de droits sur la machine. Donc si je regarde et qu'on prend quoi? LSAS, je peux faire une recherche, c'est plus simple, il y a tellement de choses. LSAS, on voit que c'est NT Authority System. D'accord? Ensuite, si on nous dit quel est le PID, l'ID de processus, l'identifiant du processus qui s'appelle NTO. Donc on l'a là, c'est notre fameux kernel system. Voilà, donc des petites questions, mais vous voyez, pour aller chercher les informations. Donc vos meilleurs amis, soit vous utilisez Process Monitor, soit vous utilisez Process Hacker 2. Téléchargez-le d'une source fiable. C'est des petits programmes à avoir constamment sur sa machine pour vérifier tout ça. Et votre ami, le gestionnaire de tâches. Maintenant, on va parler un petit peu des services Windows. Alors, on peut dire que ce sont des programmes qui ont leur propre processus en cours d'exécution en arrière-plan. Sur Windows, les services en fait peuvent s'exécuter sans interagir avec les utilisateurs et sans avoir besoin d'ouvrir une fenêtre à l'écran. Ils tournent en background, en tâche de fond. Chaque service a ses propres raisons d'exécution. Vous savez qu'on en a des centaines. Donc comme le système a ses propres services, il peut également y avoir des services appartenant au programme installé ultérieurement dans le système. On va installer un moteur de gestion de base de données. On va avoir le moteur de la base de données qui tourne en tâche de fond, qui permet de faire tourner la base et de s'y connecter. Un exemple, d'accord? Si vous installez du MSQL sur Microsoft, par exemple. Donc vous avez des comptes également de services. Donc les services sont exécutés sous Windows et c'est important du point de vue de sécurité. Les attaquants ils peuvent collecter des informations sur le système en exécutant des services ou en utilisant des services pour infiltrer le système. Je vous avais montré comment on peut installer de la persistance en infectant un des services ou en créant même de toutes pièces un service qui va se charger au lancement de la machine et qui va ouvrir une porte de rebelle. Alors, en cas d'incident ou d'activité suspecte, les analystes doivent naturellement surveiller les processus de tous les services, y compris les services ajoutés au système via les journaux d'événements, pour pouvoir détecter toute activité suspecte. Un service nouvellement créé avec un nom potentiellement suspect peut naturellement indiquer l'activité d'un attaquant. Alors, on va couvrir les services, voir un petit peu comment ça fonctionne, et on verra par la suite les journaux d'événements. Alors, sous Windows, vous avez, je vous le dis toujours, faites un search, nous ça sera run, exécuté en français, et on a, comme son nom l'indique, service, et c'est un point MSC. Voilà, vous allez faire yes, et on se retrouve là-dedans.
D'accord. Donc déjà, je vous ai expliqué dans des vidéos, vous à la maison, allez voir, il y a plein de «listes» entre guillemets, qui vous disent si le service est nécessaire ou pas, hein. L'avantage de réduire au maximum les services, c'est tout simplement de réduire la surface d'attaque et en faisant ça également, vous allez vous rendre service. Pourquoi? C'est le cas de le dire. Vous allez réduire la consommation. En RAM, vous allez réduire les cycles CPU, d'accord? Il y a quelques petits services qui peuvent être parfois gourmands et si on veut optimiser par exemple sa bécane pour du jeu vidéo, je vous conseille de toute façon, hein, d'arrêter les services qui ne servent à rien. Donc vous voyez qu'on a plusieurs options, on peut faire un refresh, toutes les tâches, start, stop, on peut aller dans propriété et voir. Là, je suis sur le service qui s'appelle App IDSVC, Application Identity. Vous avez une description sur ce qu'il fait et vous voyez que généralement il est en automatique. Delayed, ça va décaler de 30 secondes ou une minute le démarrage du service. Ça peut être utile sur des serveurs qui n'ont pas beaucoup de puissance ou sur des vieux PC. Hein, ça évite que tous les services se lancent en même temps et que ça sature le CPU. Hein. C'est pour ça que sur des machines pas très puissantes, au lancement de Windows, en fait, vous avez le CPU qui est à 100% pendant quelques secondes, voire pendant 30, 40, 50 secondes. Tout va dépendre de la puissance de la bécane. Hein. Après, sur des PC modernes, puissants, c'est pas un problème. Mais bon, certains services peuvent être très gourmands, donc on peut décider de faire un délai, si vous le souhaitez. Automatique, il va se lancer automatiquement au démarrage de la machine, vous l'avez compris, et au redémarrage de la machine. Manuel, il va se lancer uniquement quand l'application est lancée. S'il y a un service qui est lié, le service automatiquement va se lancer. Mais il ne se lancera pas au démarrage de la machine, uniquement quand on en a besoin. Et enfin, désactiver, disable. Là, vous le désactivez pur et dur. Donc, on ne pourra pas accéder au service. Et s'il y a des applications qui sont liées à ce service, naturellement, elles ne pourront plus fonctionner. Alors, on a l'interface graphique, hein, comme je vous disais, ça peut être pratique, on a toute une liste. On a le login, pareil pour récupérer, hein. Alors là, on voit que c'est ce compte précis qui fait tourner avec un mot de passe qui a été défini par le système d'exploitation. On voit que c'est le local service, hein, donc c'est un service local. Je vous ai dit qu'il y a des comptes de service. Là, on voit que c'est le cas. Le recovery, là, on va lui donner des actions, en fait, hein, à la première panne, deuxième panne, ou toutes les pannes sous-séquentes, enfin, subséquentes, je sais pas comment aller, par la suite, si vous le souhaitez. Voilà, on peut choisir soit de redémarrer le service, soit de lancer un programme. Donc là, généralement, c'est quand on fait du sysadmin, hein, on va pouvoir faire des actions et choisir, hein, éventuellement, de faire d'autres actions que relancer le service, puisque si le service est en défaut, parfois, le fait de le relancer, ça peut, comment dire, sauver la panne, enfin relancer le service et contourner la panne, soit il y a un vrai défaut, et dans ce cas-là, relancer le service, malheureusement, ça ne fera rien. D'accord? Donc là, vous avez toutes les options, vous pouvez même décider de redémarrer l'ordinateur s'il y a une panne grave. Donc voilà, ça c'est encore la convenance, hein, de l'administrateur du système. Et les dépendances. Parfois, vous aurez des dépendances. Là, on voit que ce service, il a quoi? Il a d'autres petites dépendances. On a FLT, MGR, on a de la crypto via les appels distants en RPC. Hein. Et on a quoi? On a le DCOM et le RPC, hein, qui sont très utilisés dans Windows. Et on voit Smart Locker Filter Driver. Il y a également un driver qui est lié à ça. D'accord? Donc vous pouvez voir en fait, hein, les différents composants et vous pouvez voir les composants système. Là en l'occurrence il y a un driver qui est lié même à ce service. Donc voilà comment ça se passe. Hein. Vous avez tout le temps des informations détaillées sur chaque service. N'hésitez pas à aller dans propriété pour en savoir un petit peu plus et connaître. Hein. Donc le plus important, c'est aussi le chemin, hein, de l'exécutable qui contient la commande, hein, après l'activation du service. Je vais en prendre un autre pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Windows Update, je double-clique dessus. Login, pareil, Recovery, les dépendances via le RPC, Remote Procedure Call, GCOM, RPC. Et là, on voit la commande, hein. Pass to executable. Donc, techniquement, bah, il y a quoi? Dans System 32, il y a SVC host qui se lance avec un -k. Ensuite, on lui passe quoi? En argument net SVCS. Et voilà, je vous avais dit, un SVC, c'est souvent soit un serveur, mais très souvent, c'est les services, en fait, qui portent ce nom, -p.
et là on voit, hein. Donc permet la détection, l'installation, hein, des programmes. Windows Update, vous le connaissez grâce au WU1, le Windows Update Agent. Techniquement, c'est à chaque fois que vous allez faire des mises à jour sur votre système, c'est Windows Update, hein, qui fera en tâche de fond avec un service qui s'appelle BITS, le BITS, qui va permettre de télécharger en fait les mises à jour. Windows Update qui fait tourner le service et vous en avez besoin. D'accord? Donc si jamais des fois vous avez des problèmes avec votre Windows Update, n'hésitez pas à faire un stop. Ça va stopper le service et à le redémarrer. Voilà. Donc vous pouvez naturellement le faire en ligne de commande. D'accord? Alors, comment ça se passe? On a SC pour ce faire. SC va nous permettre de créer, de supprimer. Ça peut être très dangereux aussi, hein, si vous supprimez des services. Techniquement, pourquoi on voudrait faire ça? Si on désinstalle une application, parfois le service est encore là, donc on peut le supprimer. Ou dans le cas d'un attaquant, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait éventuellement désactiver l'antivirus et supprimer le service lié à l'antivirus pour être sûr que plus tard on puisse pas réactiver l'antivirus. C'est des choses qui peuvent se faire. Alors SC, et on va lui demander une requête query, et vous pouvez voir tous les services via cette commande. Voilà, donc là vous aurez une liste un peu plus longue, d'accord? On voit également les services qui sont stoppés. D'accord? Donc là, vous avez les services à la fois en cours d'exécution, comme la précédente commande, mais aussi qui sont non en cours d'exécution, donc qui sont stoppés. Hein, on peut en voir quelques-uns ici. Des fois, il faudra demander des informations, d'accord, sur un seul service, et ça peut être, difficile de visualiser, hein, quand vous avez tout dans une fenêtre. Alors on va affiner, et pour ce faire, on va préciser, hein, le service. Alors, on va utiliser VAUServe, hein, qui sert justement Windows Update, qui permet les mises à jour. On va lui faire un SC-query. Donc on va lui faire un SC-query sur WA serve. Donc on voit, hein, le service de mise à jour Windows, il est affiché, d'accord? Donc ça me permet d'avoir, pareil, l'état des services. Là, comment on peut le stopper? Par exemple, je peux faire un SC, qu'est-ce qu'on va faire? Stop, plus, vous l'avez compris, le nom du service. Je peux vérifier l'état, il est passé en arrêté, d'accord? Et on peut le redémarrer avec un start pending et running. D'accord, donc il y a toujours un petit délai où le service démarre, hein, il n'est pas pleinement opérationnel, et c'est ce qu'on appelle du pending en anglais, hein, donc il y a un petit délai d'attente, et après il est pleinement opérationnel quand il est en statut running, d'accord? Et vous voyez des codes, hein, 1 c'est égal à stop, 2 c'est égal à start pending, 4 c'est en running, hein, donc vous voyez, 3 c'est en stop pending, 4 c'est en running, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est des petits trucs à connaître avec le temps. Donc voilà, hein, c'est très simple, c'est vraiment les bases, hein. Ce cours, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est bon à connaître, d'accord? Et puis savoir démarrer. Après, le plus dur, c'est de connaître les nombreux services, hein. Je vous disais, il y en a plus d'une centaine. C'est ça le plus dur. L'avantage, c'est que dans la GUI, vous avez la description du service qui vous donne une idée. Et après, il faudra faire de l'OSINT. Il n'y a pas de secret, hein. Vous pouvez pas connaître tous les services. Allez voir, faites une recherche Google pour en apprendre un peu plus. Allez voir tout simplement la documentation Microsoft. Donc tout ça, c'est rendu possible parce que je suis administrateur sur la machine, hein. Si j'avais lancé un cmd.exe en autre utilisateur, naturellement, les droits me sont pas permis, d'accord? Puisque vous imaginez bien, ça veut dire que n'importe quel utilisateur à bas privilège peut arrêter des services, les redémarrer, injecter des services, supprimer des services. C'est très sensible, hein, vous imaginez bien, puisque je vous le rappelle, pour peu que le service soit malicieux, dès que vous allez démarrer le service, ça peut pirater l'ordinateur, ça peut ouvrir un reverse shell, ça peut faire plein de choses, hein, attaquer, tout dépend comment vous avez programmé votre charge utile. D'accord? Mais on a la possibilité avec Metasploit de créer de faux vrais services avec une porte dérobée qui va ouvrir déjà un reverse shell. D'accord? Donc à chaque fois que l'ordinateur démarre, le service se lance comme tous les autres services et ça va ouvrir une connexion reverse shell et on va récupérer la main sur l'ordinateur. D'accord? Via notre serveur de command and control.
Alors, je vais vous parler maintenant du scheduler, qui permet de planifier, le planificateur de tâches Windows. Une tâche planifiée, c'est l'exécution de certaines opérations sur le système, à un intervalle de temps régulier ou à certains moments, d'accord? Juste avant l'arrêt de l'ordinateur, au démarrage de l'ordinateur, après une mise à jour Windows, et cetera, et cetera, hein. C'est ce qu'on appelle des triggers. On va avoir des déclencheurs, si vous voulez. Donc on aura peut-être besoin de vérifier les informations système à certains intervalles de temps, d'accord? Vérifier des tâches récurrentes sur l'ordinateur au niveau, de sa cohérence peut-être, des bases de données qui sont liées au système d'exploitation ou peut-être de la performance, hein. On va s'assurer, bon, en fait, que le système d'exploitation est sain et qui tourne bien, d'accord? On pourra lancer par exemple des scans antivirus, hein, à tâches régulières. C'est comme ça que votre antivirus, se crée des tâches et se lance, je sais pas, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, tout va dépendre comment vous l'avez configuré. Donc ça, très utile, mais ça peut être aussi, une tâche planifiée malicieuse, qui va assurer la persistance en obligeant le système à envoyer des demandes de connexion, au propre serveur de command and control, d'accord? Pour ne pas perdre l'accès au système si jamais il redémarre, d'accord? Donc je peux créer quoi? Une tâche planifiée au lancement de ton ordinateur qui va me donner un reverse shell et se connecter à mon serveur de command and control. C'est une des techniques classiques, de persistance. D'accord? Donc, vous devez constamment, même à la maison, vérifier vos tâches planifiées et voir s'il n'y a pas des tâches qui sont étranges, bizarres. D'accord? C'est comme ça qu'on détecte les menaces et ça va être votre boulot en tant qu'analyste SOC de surveiller les tâches planifiées pour pouvoir détecter des tâches planifiées suspectes. D'accord? Alors, allez voir à la maison. Pareil, quand vous ne connaissez pas une tâche planifiée, allez voir sur internet, ça sera votre meilleur ami pour comprendre, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Il y a une tâche planifiée qui est bizarre, vous ne la connaissez pas, vous faites un copier-coller, vous rentrez ça dans Google et vous allez voir sur les forums SCH comme scheduler, planificateur de tâches. Donc on arrive sur cette fenêtre, on ne peut plus classique, généralement, elle est vide, d'accord? Donc là, on voit qu'il est exécuté, on a la bibliothèque du planificateur de tâches. Ça, c'est toute, comment dire? La partie gauche, on voit que c'est là, tac. Et là, on voit, donc vous avez des actions, vous pouvez créer une tâche, importer une tâche, afficher, si vous le souhaitez, d'autres trucs. Donc là, on a du Node.js, on voit qui let's defend, on a quoi? Le cache task, une tâche planifiée pour l'instant, elles sont indisponibles, d'accord? On peut rafraîchir, bon bref, on peut faire plein d'options. Donc là, on a de l'EC2, pour l'instant qui est désactivé, mais qui se lance, si elle est activée au démarrage du système d'exploitation. On a Google avec de multiples déclencheurs qu'on appelle des triggers, et vous avez un petit descriptif, donc là, on voit le nom de la tâche, c'est du Google Update et il nous dit, ça permet à Google de maintenir à jour, ses logiciels. D'accord? Donc si la tâche est désactivée ou stoppée, vos logiciels de Google ne pourront plus se mettre à jour, ce qui veut dire des failles de sécurité et des vulnérabilités qui pourraient se produire si jamais, la tâche est désactivée. D'accord? Et peut-être d'autres tâches ne pourront pas fonctionner. Donc, cette tâche sera désinstallée, une fois que il y aura plus de logiciel Google pour l'utiliser. Alors, il est possible de créer une nouvelle tâche planifiée. On va cliquer sur créer une tâche dans le panneau de configuration de droite. Donc, create task, par exemple. Là, je peux lui donner un nom, d'accord? Je vais l'appeler trading, puisque c'est de l'entraînement. Et pareil, généralement, le bon usage, quand vous faites du admin 6, vous laissez un commentaire pour vos collègues. Vous pouvez jouer, allez, entraînez-vous à faire des tâches planifiées. Et puis pareil, regardez les tâches, quoi, si vous voyez des choses bizarres, mais direct, clic droit, disable dans un premier temps, ou delete directement. D'accord? Si vous avez un doute, vous faites un disable, vous allez rechercher les informations sur internet pour vous assurer qu'il n'y a rien de malicieux là-dedans. Et si c'est de la merde, vous me supprimez tout ça, et vous allez, faites-le régulièrement. Moi, toutes les semaines, je vais voir s'il n'y a pas des tâches, qui se baladent dans mon Windows. D'accord? Prenez ces habitudes, Je vous ai dit, ne soyez pas des putains de consommateurs passifs, quoi. Avec votre Windows, je vous ai dit ça, ma tante Janine, elle sait le faire, ma mère aussi. Apprenez à utiliser Windows, à sécuriser Windows, à optimiser Windows, et ça passe par ces démarches. Toutes les semaines, tu devrais faire une défragmentation. Tu devrais aller voir les traces de persistance sur ta machine. D'accord? N'attends pas que ton antivirus fasse le job à ta place. D'accord? Utilise ton cerveau, deviens curieux, apprends.
Voilà, donc c'est les bases, hein. Faudra creuser, naturellement. Vous voyez qu'on peut générer beaucoup de choses, hein, avec les tâches planifiées, c'est extrêmement utile, comment dire? Pour faire de l'administration, hein. Je vais pouvoir, par exemple, programmer l'envoi d'un mail dès que, je sais pas, il y a un service qui crache, d'accord? Ça peut être utilisé quand on fait de la supervision, et qu'on est analyse de production, d'accord? L'administrateur système va envoyer un mail automatiquement, je sais pas, hein, au niveau 2, au niveau 3, pour escalader, et cetera, et cetera, d'accord? Donc comme on a vu là, via la GUI, vous l'avez compris, chtask, voilà. Et là, pareil, vous avez toutes les tâches qui tournent. Donc c'est assez long, encore une fois, en fonction de la taille du système, vous allez, ça va être visible ou pas. Et en tout cas, avec une commande, on a la possibilité de voir des tâches planifiées, toutes les autres tâches planifiées. Mais pareil, la commande est trop longue, donc on va se focaliser sur une tâche. D'accord? Alors, je l'ai appelée comment? La mienne, je l'ai appelée training. On va l'appeler. Alors, pareil, je veux SC task, je veux faire quoi? Un query, d'accord? TN, et on va lui mettre le nom. Le TN, si vous voulez, c'est le champ. Task name, la colonne, si vous voulez. On va requêter. Et moi, je l'ai appelé quoi? Training. Voilà. D'accord? Donc là, on voit qu'elle est ready la prochaine fois qu'elle se lancera. D'accord? Donc voilà, un TN, c'est une tâche dite spécifique, hein. On peut l'activer, la désactiver. Donc là, je l'ai activé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux la désactiver. Du coup, le TN, j'en ai toujours besoin. Le query, on l'efface. On n'a plus besoin de faire de requête. Je vais lui dire quoi? Par exemple, disable. En effet, si je reprends ma tâche, on voit qu'elle est passée en disable. D'accord? Donc je peux faire enable, je peux faire disable, et je peux la lancer naturellement avec un run. Je peux faire un end pour l'arrêter. D'accord? A été terminé avec succès. Voilà. Donc c'est les petites commandes de base à connaître. Voilà. Vous savez, hein, maintenant arrêter, démarrer. On a créé à la main une tâche, hein, donc on l'a fait via l'interface graphique. Je peux également la supprimer ou en créer de nouvelles en ligne de commande. Pas de problème. Delete. Et au revoir. Donc voilà, hein, les bases que vous devez creuser, les tâches planifiées dans Windows, leur structure, leur importance en termes de sécurité, hein, gérées via l'interface graphique utilisateur et en ligne de commande, comme beaucoup de choses sous Windows. Hein, ce que vous pouvez faire avec une interface graphique, vous pouvez le faire en ligne de commande. Et il faudra apprendre à utiliser la ligne de commande, vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. D'accord. Maintenant, on va parler du registre. Le registre, comme son nom l'indique, c'est une base de données hiérarchique qui contient le système d'exploitation et les configurations système liées au programme installé dans le système. D'accord? Donc, on a énormément de réglages en fait qui peuvent se faire via des clés de registre. On a même beaucoup plus de choix que ce que vous avez dans l'ancien panneau de configuration et le nouveau panneau de configuration. Mais en soi, vos applications, quand vous modifiez des paramètres ou vous modifiez des options, des paramètres dans le système d'exploitation, c'est tout simplement des clés de registre hein, qui vont être ajoutées, modifiées, supprimées. Donc ça conserve les informations et les paramètres des programmes et du matériel dans cette base de données. En fait, c'est une partie hein, du cœur du système d'exploitation. La base de registre, le registre, les clés de registre, c'est vraiment ce qui permet de faire fonctionner votre système d'exploitation Windows. D'accord? Donc, lorsqu'un programme est installé, vous utilisez une interface graphique naturellement, mais ça va comment dire, installer hein, des choses, ça va créer des clés dans le registre, tout simplement pour dire, bah écoute, ce qu'on appelle le pass, hein, via des variables d'environnement, on va dire, si jamais l'utilisateur clique sur un icône, ou s'il recherche par exemple le programme, je sais pas, Adobe Photoshop, tu sais que, voilà, Photoshop est présent par exemple dans Program Files pour pouvoir l'exécuter. Donc ça va laisser des traces, ça va enregistrer pour le bon fonctionnement de vos applications, mais ça peut être également tout simplement conserver une date d'expiration de licence. D'accord? Vous achetez un logiciel pour 2 ans, il va y avoir peut-être une clé de registre qui va s'ajouter dans le registre. Donc, bah, si vous arrivez à modifier cette clé, vous pouvez peut-être ajouter 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de licence à votre logiciel. Ne le faites pas, mais je vous laisse réfléchir.
Donc le registre Windows, c'est un composant important, hein, je vous le disais, pour les attaquants, parce que on va pouvoir également créer de la persistance, vérifier des choses dans le registre, hein. Le registre va permettre pour un attaquant de récupérer énormément d'informations sur Windows. Des informations sur les programmes qui sont installés, l'antivirus, est-ce qu'on peut les désinstaller? Est-ce que ça a été désinstallé? Et peut-être on retrouve ce qu'on appelle des clés de registre fantômes, hein, c'est-à-dire des artefacts, puisque malheureusement, vous le savez pas, au fil du temps, plus vous allez installer d'applications, plus en fait l'application se désinstalle sur votre disque dur, mais il subsiste, hein, des traces dans le système de fichiers et notamment dans le registre. D'accord? Donc, pour bien désinstaller une application, je vous avais montré baisser un installeur bulk crap, un installeur qui, lui, va chercher les clés de registre, qui sont rarement effacées. D'accord? Le problème, c'est qu'après, vous vous retrouvez avec plein d'orphelins, c'est-à-dire de fichiers orphelins ou de clés de registre qui sont orphelines et qui ne pointent vers rien. Alors, c'est pas très grave en soi, cependant, plus le registre est conséquent, plus ça prend un certain temps. D'accord? Pour le démarrage de votre Windows, pour le bon fonctionnement. Donc, encore une fois, si vous voulez faire les choses bien, il est important d'aller chercher soi-même ces clés de registre et de les supprimer. D'accord? Il y a que comme ça, en fait, que vous allez vraiment supprimer une application dans votre système, puisqu'il restera tout le temps des traces, des artefacts dans le registre. Et plus le registre est gros, plus ça prend de place, plus ça prend du temps. D'accord? Alors, c'est moins vrai en 2022 parce qu'on a des ordinateurs très puissants, mais ça pouvait faire une différence dans les années 2000. Alors, les attaquants aussi, ils peuvent quoi? Saisir des comptes utilisateurs avec des privilèges limités, hein, mais ils vont essayer de chasser aussi ceux qui ont des privilèges plus élevés. Et via les clés de registre, on peut notamment collecter des informations sur les autres utilisateurs du système. Le registre qu'il faut retenir, c'est que il contient les configurations importantes et les informations sur le système, ainsi que des informations sur d'autres programmes installés. Les attaquants, ils peuvent ajouter leur propre entrée au registre pour assurer de la persistance. Et là, c'est pareil, une porte dérobée. D'accord? Je vais éclairer une clé de registre qui, au lancement de la machine ou d'une application, va pirater votre ordinateur, ouvrir un reverse shell, etc., communiquer avec un serveur de command and control. Donc, en tant qu'analyste SOC, encore une fois, vous devez constamment surveiller les modifications qui sont suspectes et qui ont été apportées au registre, d'accord? Pour détecter toute activité ou comportement suspect de l'attaquant. Alors, toujours plusieurs façons de faire, vous le savez, l'éditeur de registre, registry, c'est le registre, et editor, c'est l'éditeur. Donc, on l'appelle reg edit, disent les Américains. Moi, je parle de reg edit, d'accord? Donc, vous pouvez faire une recherche ou faire un exécuté, et c'est reg edit. Voilà, vous l'avez là. Il n'y a pas d'extension. Voilà. Donc, je pense que vous avez tous fait un tour une fois dans votre vie dans l'éditeur de registre. Il se compose initialement, rien n'est ouvert. Voilà, on a des grandes classes, hein. On a le HK class root, le current user, le local machine, le HKU user et le current config. D'accord? Donc les entrées de registre Windows, elles se trouvent dans ce qu'on appelle le système 32 config. Alors, laissez-moi vous montrer. On va faire appel à une variable d'environnement. On a TEMP, on a TMP. Le username system, le windir, hein, windir, vous voyez que ça pointe vers, c'est le point Windows. Donc tout ça, elles ont des alias, si vous voulez, et ça nous permet d'avoir des variables d'environnement qu'on va pouvoir utiliser, notamment en programmation. Vous voyez qu'on retrouve une variable, comme je vous disais, pourcentage programme file, c'est exactement la même chose, ça va, vous l'avez compris, me déplacer vers quoi? Vers ces deux points programme file. D'accord? Donc si vous avez suivi, là on parle de tous les programmes en 64 bits. D'accord? Puisque les programmes en 32 bits sont dans programme file x86. D'accord? Et si vous avez vu la précédente vidéo, on a notre ami quoi? Programme data. Hein, et je t'avais dit quoi? Bah oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Hop, tu coches
hidden element, afficher les éléments cachés, et on a programme data. Et dans programme data, on avait les applications qui étaient installées indépendamment de l'utilisateur. Donc on a aussi des multistrings, donc plusieurs chaînes, et on a des chaînes qui sont expandable. Expandable, ça a deux sens, c'est qu'on peut étendre, d'accord? Donc sur sa longueur, extensible et expansible. Donc vous voyez qu'on a plein de clés de registre, et ces clés de registre se trouvent dans un système, encore une fois, d'arborescence, d'accord? À la racine, on a computer, et on a ce principe, là, computer, c'est le tout en haut. D'accord? Donc, ensuite, je développe mes racines. D'accord? Et on a ce principe de quoi? De filiation. D'accord? Ensuite, on a enfant, on a toute la partie HK, current user. Dès que je rentre dedans et que je vais dans console, vous voyez que ça se met automatiquement à jour. Et dans console, on retrouve tout ça. D'accord? Et dans console, on a également quoi? On a également deux dossiers. Et dans ces dossiers, chacun des dossiers, on a des clés de registre. Donc c'est le principe de navigation hiérarchique que vous avez sur la gauche, et les entrées de registre se trouvent sous cette structure. Donc si je te donne un exemple pour comprendre la terminologie, key values, ça vous le voyez souvent en programmation. Si je vais prendre le pass, on va aller dans software Microsoft. Alors, je repars. On va aller dans HKLM. Dans software, on doit avoir Microsoft. D'accord? Et pense que tu peux appuyer sur la touche du clavier pour aller beaucoup plus vite. Je vois les gens, même des professionnels, sont là à cliquer avec leur souris. Pense que tu peux gagner un temps fou en faisant quoi? Là, je suis dans Microsoft, je cherche quoi? Windows, tu vois? J'appuie sur W, tu vois? Parce que je vois souvent les gens qui font tout avec la souris. Vas-y, utilise ton clavier. Tu veux aller à A, appuie sur A. T'arrives sur Amazon. T'appuies sur W, hop, tu repars directement sur les W. Ça te fait gagner un temps fou. D'accord? Windows, parfait. Donc là, qu'est-ce que je pourrais dire techniquement? Si je développe. Alors, c'est peut-être un peu trop développé. Mais on est dans HK local machine. D'accord? Ça fait référence à la sous-clé. Quoi? Windows. D'accord? Ça, c'est une sous-clé. Donc, c'est comme un dossier, si tu veux. De la sous-clé quoi? La sous-clé Windows, elle est intégrée au sein de la sous-clé quoi? Si on remonte, si tu suis cette logique. Microsoft, d'accord? Donc la sous-clé Windows est contenue dans la sous-clé Microsoft, qui est elle-même quoi? La sous-clé software de la clé racine, et la clé racine, donc sous-clé Microsoft de la sous-clé software, qui est la clé racine de HK, local machine. D'accord? Donc si je redéveloppe en termes de terminologie, ce qu'il faut bien comprendre, on a quoi? On a la clé racine qui s'appelle HK Local Machine, qui est composée de différentes sous-clés. La première sous-clé, c'est software. Dans la sous-clé software, on a la sous-clé Microsoft. Et dans la sous-clé Microsoft, on a la sous-clé Windows. D'accord? Il faut bien comprendre ce principe. D'accord? Donc le registre, c'est des clés et des valeurs. Les clés de registre sont des objets conteneurs similaires au dossier, et les valeurs de registre sont des objets non conteneurs similaires au fichier. D'accord? Les clés peuvent contenir des valeurs et des sous-clés. Enfin, on a deux à part, mais ça c'est invisible dans l'éditeur de registre Windows. Uniquement dans Windows NT, on a le HKey Performance Data, HKey underscore Performance Data, et on a le HKey DIN Data, uniquement dans Windows 95-98, qui est visible dans l'éditeur de registre. D'accord? Alors, HKLM, je vais remonter que vous compreniez bien, c'est où on est, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On pourrait dire qu'on a les informations de configuration matérielle et logicielle spécifiques à l'ordinateur qui sont conservées là-dedans. D'accord? C'est des paramètres applicables à chaque utilisateur connecté qui sont tout simplement conservés. Donc il existe quelques sous-clés importantes sous cette clé. Alors, la clé, c'est quoi? C'est local machine. Et en effet, on a des trucs très importants. Système, software, security,
SAM, croustillant SAM, hardware, d'accord? Dans SAM, on a quoi? On a la base SAM, la Hive, la ruche, qui est chiffrée, d'accord? Donc ça, c'est très critique, d'accord? Puisque via LSAS, elle tourne en mémoire. Alors le matériel, le hardware, déjà on va commencer par le haut, le matériel. Ici, c'est, vous l'avez compris, des informations sur les périphériques matériels connectés au système. SAM, la fameuse ruche, la Hive, c'est des versions chiffrées, des mots de passe des utilisateurs. Ensuite, sécurité. Sécurité, c'est la section qui contient les stratégies de sécurité dans le système. Software, vous l'avez compris, c'est la partie logicielle, donc ça va concerner les configurations des services du système d'exploitation ainsi que les programmes installés dans le système d'exploitation. Et système, le dernier, c'est la section où les informations de configuration du système sont conservées. Donc CC current config. C'est la section qui conserve les configurations matérielles pendant le fonctionnement du système. Ensuite, on a HKCR, donc le fameux class route, tout en haut. C'est quoi? Il contient les paramètres des logiciels, des raccourcis et toutes les autres informations relatives à l'interface utilisateur. Si cette partition est supprimée, aucun des fichiers ne s'ouvrira. D'accord? Donc on peut faire des attaques de déni de service en supprimant la partition. D'accord? Même si Windows est en cours d'exécution. Ça peut être une façon de bloquer les utilisateurs. Ensuite, l'HKCI, le current user, c'est la section où les configurations de l'utilisateur qui est connecté sont conservées. Ensuite, le dernier, c'est l'HKU user. HKU, c'est la section où les configurations de tous les utilisateurs enregistrés dans le système sont conservées. D'accord? Ce qui est un peu logique. Hein, au vu des noms, j'espère que c'est clair. Ensuite, on a les fichiers d'extension reg. D'accord? Ils ont tous une extension .reg. C'est le format, en fait, de fichiers enregistrés lors de l'exportation des fichiers de registre. La structure de l'extension reg est un fichier textuel, en fait, qui a cette mise en forme. Hive name, HQ name, subkey. D'accord? On a ce principe. Le nom de la Hive, je vous ai dit que SAM était une Hive, c'est ce qu'on appelle la ruche, dédiée au mot de passe, mais on a d'autres ruches. La ruche, les ruches, elles sont présentes tout simplement dans l'éditeur de registre, d'accord? Et la valeur, la value type et la value data, d'accord? Là, on voit la value type et la value data. Parfois, la valeur n'est pas définie. Par contre, sur d'autres, tu vas avoir des valeurs définies. D'accord? Là, tu as le type et là, tu as le data. Le value data, techniquement. Donc, si j'exporte quoi? Le nom de l'ordinateur en tant que type de fichier d'extension reg, bah, on peut aller voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aller dans... C'est quoi? C'est ma machine. Donc, où c'est que je peux trouver ça? Dans local machine, ouais, ça me paraît un petit peu logique. Qu'est-ce que je veux? Ça concerne le système, d'accord? Et dans système, moi je voudrais trouver ce qu'on appelle les contrôles 7. Contrôle 7, vous avez plusieurs contrôles 7. Là, on va aller dans le premier, et dans le premier, on a le computer name. Regardez, hop, juste là. D'accord? Et j'ai quoi? J'ai l'active computer name, et tu vois que je retrouve en fait. Qu'est-ce qu'on a? Le nom de domaine, lost. Bah ouais, le computer name, on l'a. On l'a, d'accord? On sait que c'est cette machine sur tel domaine. D'accord? Et on retrouve aussi notre computer name. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Un export. Je vais exporter. Je vais l'enregistrer. Et tu vois bien que ça porte, tu vois, l'extension. On a des fichiers de registre de la ruche, d'accord, qui portent cette extension. On a du reg, on a du txt. Nous, c'est celui-là qu'on utilise. Et je vais l'appeler Toto. Mais non, pour te montrer, qu'est-ce qu'on a techniquement? Bah, on a un fichier reg. Tu peux, en double-cliquant dessus, automatiquement, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un export. Si je veux importer et modifier une clé de registre dans mon système d'exploitation, je vais double-cliquer dessus. Et là, il va dire, t'es sûr que tu veux? Et là, est-ce que tu veux? T'es sûr? Ça peut créer des dommages, patati patata. Je vais lui dire oui. Et là, il te dit, OK, la clé de registre contenu a bien été ajoutée au registre. C'est comme ça qu'on ajuste des clés de registre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais te montrer. On a vu quoi? Que c'est un fichier texte. On ne peut plus simple. Si je fais un edit,
D'accord. OK. Donc on voit ça et qu'est-ce que je pourrais faire? J'enregistre? Mmh, intéressant. D'accord? Grâce à un fichier de registre, je peux modifier des clés de registre. D'accord? Donc je peux détruire le système d'exploitation, je peux le modifier en conséquence. Vous voyez comment ça fonctionne? Et ça a un effet immédiat. Query et là, d'où l'importance de quoi? De connaître par cœur vos clés de registre. Et on va récupérer cette clé de registre là qu'on avait fait. Computer name, computer name. D'accord? Donc on retrouve via un reg query la valeur. Si vous vous trompez, il vous le dit, hein. Le système n'a pas été capable de trouver la clé de registre spécifiée ou sa valeur. Donc comme vous le voyez, on a réussi à lire le registre avec reg query, hein. Je vous mettrai toutes les informations sur d'autres opérations du registre, hein. On va pas tout couvrir parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'aller vite. La vidéo déjà va faire 2 heures. À vous, après, de faire votre travail. D'accord? Donc, comprendre comment fonctionne Windows, c'est comprendre comment fonctionne le registre, sa structure, comment il est accessible, quels sont les fichiers d'extension, d'accord? L'importance du registre Windows en termes de sécurité. Et on va voir maintenant un petit peu le pare-feu. Donc, je vous mettrai toutes les commandes de reg.exe, hein, puisque on peut faire plein de choses. Et techniquement, c'est quoi? C'est un binaire qui est présent. Vous l'avez compris. Reg.exe. D'accord? Mais reg, ça pointe vers reg.exe. D'accord? Et tu peux le mettre en majuscule aussi, ça marche aussi. D'accord? C'est le principe, il va chercher le pass. D'accord? Et si tu veux des infos, en plus de ce que je vais te mettre, voilà. Tu vois qu'on peut faire pas mal de choses. Query, add, delete, copy, save, restore, load and load, compare, export, import et flags. D'accord? Donc voilà. Et puis ce principe booléen, hein, au niveau de nos code de retour, soit c'est un succès, 0. Généralement, c'est ce qu'on a en programmation, hein. Programmation, c'est le bon comportement de la logique de votre logiciel, de votre programme. 1, généralement, c'est là qu'on va gérer les exceptions, hein, les erreurs. Voilà, pour l'utilisateur. Qu'est-ce que je peux chercher? Les URL qui sont tapées, hein. Donc en anglais, on parle de typed URL, hein, vous les voyez ici. Et on voit qu'il a consulté grâce à Internet Explorer, hein. En tout cas, une adresse, c'est Let's Defend, le blog. Donc voilà, petite démo, hein, pour vous montrer qu'on peut récupérer beaucoup d'informations en forensique, notamment, hein, pour savoir ce que vous faites sur votre ordinateur. Les clés de registre, ça permet de vous espionner aussi. Alors, le pare-feu Windows, c'est un outil de sécurité qui permet de bloquer et d'autoriser les paquets réseau entrant, hein, sur et sortant même, hein, si vous le configurez, de l'ordinateur, dans le cadre de certaines règles qui vont être appliquées. D'accord? Ça va bloquer facilement les connexions malveillantes avec des règles qui sont créées grâce au pare-feu. Dans le même temps, les destinations vérifiées comme des connexions sécurisées peuvent être ajoutées aux connexions réseau autorisées via de nouvelles règles. Tout est fonction des règles qui sont appliquées. Donc le pare-feu Windows est l'une des méthodes de protection les plus élémentaires, hein, utilisées pour empêcher les attaquants d'accéder au système. Le pare-feu offre une défense efficace contre les menaces qui peuvent provenir de l'extérieur du réseau, hein, avec les règles qui y sont ajoutées. Étant donné que les attaquants connaissent la capacité du pare-feu Windows à bloquer les connexions réseau, ils se concentrent souvent sur la désactivation du pare-feu et tentent d'ajouter leurs propres règles parmi les règles du pare-feu pour le contourner. D'accord? Et obtenir une communication vers le serveur de command and control. Ils poursuivent l'attaque en envoyant des commandes au système cible à partir de serveurs de command and control. Et c'est cette technique, cette méthode, hein, qui est souvent utilisée par les attaquants, qui va permettre également
d'assurer la persistance dans le système. Lors de la détection des menaces, les analystes SOC doivent surveiller de près les règles de pare-feu pour détecter si de nouvelles règles de pare-feu ont été ajoutées à la suite d'une attaque. Ils doivent également s'assurer que le pare-feu n'est pas désactivé. Alors, qu'est-ce qu'une règle de pare-feu? Ça contient un ensemble des conditions utilisées pour déterminer tout simplement si un paquet réseau est autorisé à travers le pare-feu. Alors, les règles entrantes, règles sortantes. Les règles entrantes, ça filtre tout le trafic qui passe d'un réseau à un ordinateur local en fonction des paramètres des règles. Pour les règles sortantes, le trafic envoyé des ordinateurs locaux vers le réseau doit être filtré conformément aux règles de filtrage. Donc l'erreur qu'on fait quand on débute en réseau, c'est encore une fois, tu te connectes quoi à un serveur, c'est quoi? C'est une connexion entrante vers ton ordinateur ou sortante? Et non, c'est le client qui se connecte au serveur distant. Donc ça sera du sortant. D'accord? Donc tu vois que tu peux bloquer tout en entrée, ça n'empêche pas ton ordinateur de communiquer vers l'extérieur. Pourquoi? Mais parce que c'est des communications sortantes. C'est toi qui te connectes à des machines vers l'internet, d'accord? Vers l'extranet. C'est toi qui sors de ton réseau local pour te connecter à internet. Donc, pas de problème. Mais si maintenant un ordinateur veut se connecter à ton ordinateur, là, tu as bien compris que ça sera une connexion entrante. Donc, typiquement, quand on fait un reverse shell, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons nous connecter au serveur, comme un shell de liaison, c'est le serveur qui vient se connecter à notre machine. Du coup, ça devient une connexion entrante. Du coup, s'il n'y a pas le pare-feu qui est ouvert sur le port, tu ne pourras jamais récupérer un reverse shell. C'est pour ça qu'il faut ouvrir et créer une règle. D'accord? Pour récupérer la main, pareil quand tu transfères un fichier vers ta machine. D'accord? Ou le port SSH, si jamais tu fais un SCP ou tu te connectes en SSH à ta machine. D'accord? Il faudra que le port entrant soit ouvert. Voilà comment ça se passe. Main mode, quick mode, je vous laisserai aller creuser. Là encore, on peut faire des exports. On peut ajouter de nouvelles règles. Alors, l'inbound, je vous disais, quand le pare-feu Windows est ouvert pour la première fois, on a une fenêtre comme celle-ci qui apparaît. D'accord? On a les règles entrantes et sortantes séparément dans le menu gauche de la fenêtre. Donc, comme vous le voyez, on a des règles écrites pour gérer à la fois le trafic entrant, c'est toutes ces règles, et on a des règles pour le trafic sortant. D'accord? Rien ne nous empêche de bloquer. Je vais bloquer un programme, un port prédéfini, je vais utiliser le routeur ou autre chose. Par exemple, je veux bloquer Media Player. Je sais que les pirates peuvent utiliser Media Player pour communiquer via un serveur de command and control. D'accord? C'était une attaque à la belle époque. Ok, je vais le bloquer. Je vais lui dire, il y a des règles qui existent déjà. Tu vois que le profil all, là, les règles. Est-ce que tu veux créer une nouvelle règle ou utiliser une règle? Donc je vais prendre des règles déjà qui existent. Là, je vais non pas autoriser, d'accord, que si elle est sécurisée, je vais bloquer. Et voilà, je viens d'ajouter une nouvelle règle ici, en sortie, et Windows Media Player peut communiquer sur le localhost, avec mon ordinateur, pas de problème, sur mon réseau local, pas de problème également. Par contre, il ne peut pas communiquer vers l'extérieur, d'accord? Donc on ne peut pas se servir de Windows Media Player pour communiquer vers un serveur de contrôle. Je viens de bloquer les ports, d'accord? Pourquoi on en a deux? Parce qu'on a un binaire en 64 bits, ça c'est les deux en 64 bits, et on a le binaire en 32 bits, x86. Et tu vois qu'on a quoi? Pourquoi 4 règles? Parce que pour le binaire 32 bits, on a et le 64 bits du TCP, d'accord, le protocole TCP en sortie, et on a également le protocole UDP pour le binaire en 64 bits, et ici pour le binaire en 32 bits. Donc voilà, tu peux filtrer, tu peux jouer là-dessus, désactiver des règles. Donc voilà, tu peux réactiver une règle, et tu vois que le pictogramme change. Donc c'est comme ça que vous allez définir des règles. C'est pour ça qu'il faut connaître le réseau et naturellement vérifier les règles qui sont dans votre pare-feu parce que alors si jamais vous installez un antivirus autre, eh ben, généralement, il a son propre pare-feu. Donc, vous devrez aller voir dans votre solution antivirus. Il doit avoir un pare-feu associé. Regardez également les règles qui sont appliquées et faites quand même un tour. Généralement, c'est le pare-feu de votre solution antivirus qui prend le dessus. Et des fois, il tourne un peu en doublon. D'accord? Donc, allez voir quand même les règles de votre pare-feu Windows. On ne sait jamais.
d'accord? Et pensez à protéger l'accès, hein. Vous avez des GPO pour ça, vous avez des options dans votre antivirus pour bloquer l'accès à l'antivirus et au réglage du pare-feu par un mot de passe. Ce qui fait que si le hacker essaie de désactiver votre antivirus et votre pare-feu ou de modifier des règles de pare-feu, il aura besoin de connaître un mot de passe et utiliser un mot de passe compliqué, robuste. Ça va lui mettre encore plus de bâtons dans les roues. Donc voilà, hein, je vous ai montré, qu'est-ce que je peux faire? Bah, imaginons que moi je suis Toto le hacker. Toto le hacker, il va aller dans Inbound, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, nouvelle règle, il a besoin de quoi? De se connecter à son serveur de command and control, c'est quoi? Il va utiliser du TCP, d'accord? Et il va utiliser le port Metasploit 444 que vous connaissez tous. D'accord? Connexion, domaine, il va tout mettre naturellement, hein, il va l'appeler, je sais pas. Donc il va lui donner un nom, voilà. Et là, on voit que la règle est activée. Donc maintenant, je peux attaquer le serveur ou la machine à partir de l'extérieur via le port 44444. D'accord? Donc voilà, hein, vous voyez comment on va ajouter des règles naturellement. Donc, comme tout, on peut également utiliser la ligne de commande. Hop. Et dans ce cas-là, on va utiliser netsh. D'accord? Voilà. Donc là, je suis pas administrateur, ok? Mais ça supprime la règle. D'accord? Donc lors de la suppression de la règle de pare-feu, la ligne de commande doit être exécutée avec les droits administrateurs. D'accord? Sinon, la commande ne fonctionne pas. D'accord? Donc de nombreuses modifications différentes peuvent être appliquées aux règles de pare-feu via la ligne de commande, hein. Vous pouvez activer, désactiver les règles de pare-feu, ajouter une nouvelle règle, répertorier uniquement les règles de pare-feu entrantes ou sortantes. Donc encore une fois, hein, vous devez jouer sur les paramètres appliqués via la commande. D'accord? Donc je vous mettrai tous les liens, encore une fois, sur l'ensemble des commandes. D'accord? Et puis allez sur votre ordinateur ou sur une machine virtuelle, vous entraîner pour être à l'aise avec ces commandes. Ça vous servira non seulement en bleu, mais également en offensif, en rouge. Vous devez parfaitement savoir modifier le pare-feu. D'accord? Donc voilà. J'espère que vous avez compris les bases, hein. C'était la structure du pare-feu, sa gestion, les règles de pare-feu via l'interface graphique, également en ligne de commande et l'importance en termes de sécurité, puisque sans pare-feu, on estime à 30 secondes le temps qu'il faut pour un ordinateur pour se faire pirater. Délire, si jamais on vous demande en ligne de commande, vérifie la règle Blocking Rule 11, hein, on voit que c'est en entrant, elle n'est pas activée, c'est à la fois sur le domaine, adresse privée ou publique, le local IP, et là on voit que le port qui concernait, local, cette fois-ci, c'est le 40 000. Donc maintenant on va parler des event logs, hein, qu'on pourrait traduire par les logs des événements, puisque tout génère événements, hein. Les événements sont consignés dans les logs système, et pas que, hein, on en a plusieurs. Donc vous avez ce qu'on appelle l'observateur d'événements. Il va observer 3 grandes familles, plus plein d'autres. Mais en custom view, vous avez les vues personnalisées avec les événements administratifs, tout ce qui est administration, et très important pour nous, le plus critique, toutes les erreurs qui sont générées par les applications, celles générées par le système, et la sécurité. Très très important. Le log event, les journaux d'événements, c'est des journaux collectés via le système d'exploitation Windows, d'accord? Donc il existe différents types de journaux dans ces événements. On a les journaux d'application, de sécurité, système, comme je vous l'ai montré, qui peuvent être donnés à titre d'exemple. On en a énormément en fait, hein. Les journaux d'événements sont la ressource très importante pour comprendre si de nombreux processus sur le système ont eu lieu, d'accord? Des événements, pour avoir une compréhension des détails. Hein, je vous ai dit, une cyberattaque, c'est une succession d'actions qui vont être consignées dans les journaux d'événements si le hacker n'a pas effacé les logs, et c'est pour ça qu'on consigne ces journaux d'événements vers des serveurs de log, d'accord? Comme ça, le pirate devra attaquer les serveurs de log pour pouvoir vraiment effacer ces traces, d'accord? Donc en tant qu'analyste SOC, hein, vous allez lire souvent ou se servir du SIEM qui va
exporter, exfiltrer les journaux d'événements, qui va les mettre en base de données et qui va vous les présenter. Grosso modo, ça nous permet de détecter la présence et l'activité de menace sur le système. Vous devrez, en théorie, sur votre PC, toutes les semaines, vérifier ce qui s'est passé. D'accord? Vous ne le faites jamais. D'accord? Mais c'est normal, on vous a pas montré. Mais si vous voulez être sûr qu'il se passe pas des choses bizarres, allez, c'est chiant. Il y a des ID, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que vous allez comprendre vraiment ce qui se passe sous le capot. Donc on aura les activités PowerShell, suppression des journaux d'événements, ça doit absolument vous faire tilter, démarrage et arrêt des services, création d'une tâche planifiée, hein, activité du RDP, naturellement, bureau à distance très sensible. On pourrait éventuellement se connecter à votre ordinateur, tout ce qui concerne la modification des privilèges d'utilisateur et les échecs des activités de connexion. Pourquoi? Bah, ça veut dire qu'on est en train de brute forcer votre machine. D'accord? Donc par conséquent, l'analyse des journaux est vraiment importante pour trouver la cause première, hein, ce qu'on appelle la root cause de la cyberattaque. Vous pouvez les exporter, etc., etc. Mais concentrons-nous sur la partie gauche. Le nombre de composants du système d'exploitation est assez important. Par conséquent, les journaux d'événements sont également en grand nombre, hein. Tous ces registres sont conservés dans un certain ordre. Chaque type d'enregistrement a une valeur d'ID, ce qu'on appelle l'ID d'événement, pour le distinguer des uns des autres, hein. Lors de l'analyse des logs, le filtrage peut être effectué sur la valeur, hein, Event ID, afin de trouver avec moins de logs. D'accord? Travailler sur une sortie plus simple. Donc, on a trois principaux journaux, très importants pour nous, je vous le disais, c'est application, sécurité, système. Alors, application, c'est tous les enregistrements qui sont liés aux applications du système, comme son nom l'indique, et vous allez trouver les erreurs, hein, qui sont reçues par une application antivirus, par exemple sur le système, ou de tout le reste des applications. Dans système, on va trouver justement, c'est la zone où sont créés les journaux par les composants de base, hein, du système d'exploitation. On aura les journaux des opérations de changement. Le déchargement, par exemple, d'un pilote peut être trouvé ici. Ensuite, on a la sécurité. Et dans la sécurité, vous avez tout ce qui concerne l'authentification et la sécurité qui seront conservés. Donc, vous voyez, audit success, je vais vous montrer un peu. On voit qu'il y a quoi? Il y a un ID. D'accord? Donc, je peux trier par ID et je vais voir s'il n'y a pas eu des échecs. Je vous ai dit, hein, c'est sans filtre, vous allez être pollué par la vue, hein, vous allez avoir beaucoup trop d'options. Pensez à filtrer par ID, rechercher des termes, hein, des mots-clés. C'est ça la clé du succès, hein. Vous avez keyword, vous avez les mots-clés ici. Alors, on va faire la même chose, sauf que, vous l'avez compris, on va aller en ligne de commande. Un viewer utilitaire, si vous voulez. Windows Event Command Line Utility. Wave Utils vous permet de récupérer les informations sur les logs, hein, les publishers, installer ou désinstaller des manifestes, faire des requêtes, exporter, archiver et nettoyer les logs. D'accord? Donc pareil, hein, si vous n'êtes pas admin, vous n'allez pas pouvoir rechercher tout ça. Alors, la syntaxe est un peu compliquée, c'est pour ça qu'il faudra pratiquer. Alors, je suis allé trop vite, que je vous explique quand même. Ça, c'est return direction, c'est grosso modo, c'est le reverse, pardon. Donc ça, c'est le reverse direction. D'accord? Ça veut dire en sens inverse. C'est-à-dire que je veux les plus récentes vers le haut, etc. D'accord? Sinon, bah, c'est un peu l'équivalent de ça, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a? En principe, de façon classique, j'ai quoi? Bon là, elles sont toutes au 25, hein. On voit que j'ai les dernières tout en bas et je peux demander en cliquant là-dessus, en fait, ce que je suis en train de faire en ligne de commande. C'est-à-dire de faire l'inverse, hein, d'afficher les plus récentes vers le haut. C'est ce qu'on veut, généralement. Et là, c'est pareil, d'accord? Si on regarde au niveau de nos dates, si je t'ai pas dit de bêtises, 17h34. Donc, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de continuer. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? On a le count. Pareil, hein, c'est le nombre de log count, techniquement. D'accord? Combien de logs tu veux afficher. Le format, c'est tout simplement la sortie. Je lui demande de m'afficher ça en texte. D'accord? Et le Q, c'est ce qu'on appelle le XPath Query. Hein, c'est en gros le XPath Query, comment vous dire? En fait, c'est du XML. Hein,
c'est du XML, c'est un format XML. Vous le voyez là, on a le XML Viewer. Hein, techniquement, en fait, c'est ça. D'accord? Donc, le XPath, c'est un langage de requête, en fait, hein, qui va vous permettre de récupérer une portion d'un document XML. D'accord? On a la sémantique, hein, qui est des fonctions communes. On a le X-pointer, XSL, pardon. Et le XPath, c'est adopté comme langage d'interrogation. D'accord? Quand on traite, alors on a besoin d'un axe, un test de nœud, des prédicats. Hein, je vous redirigerai vers la page, comment dire, qui est liée euh, à Wikipédia. Mais grosso modo, cette syntaxe, voilà ce que c'est. Donc il me faut tout d'abord quoi? Il me faut un axe. Hein, parent, descendant. Là, j'ai le parent. Le parent, c'est event. Après, je vais utiliser ce qu'on appelle des prédicats. Hein, les prédicats sont des expressions plus complexes. Elles sont utilisées pour filtrer les nœuds sélectionnés par l'axe et le test de nœuds. D'accord? Donc les prédicats, c'est toujours entre crochets. D'accord? Et elles contiennent une séquence, hein, au niveau de l'espace contenant des nœuds et des valeurs atomiques, des textes, du booléen. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, si le prédicat est évalué à vrai, les nœuds correspondants sont sélectionnés. Événement. D'accord? Et c'est cette logique, hein, la filiation, en fait. Les ID 4625 font partie de système. D'accord? Donc, on voit cette imbrication, en effet, dans tous les événements. Et vient tout vers local. Quand je vais dans sécurité, on a quoi? On a les enfants. Et parmi les enfants, on a quoi? On a l'audit failure avec la valeur 4665. Donc voilà les bases. Hein, je vous mettrai tout ça. Donc on a plein d'autres opérations, hein, qui peuvent être effectuées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les journaux d'événements peuvent être supprimés. Alors, je peux les supprimer comme ça. Voilà, je viens d'effacer. Donc de temps en temps, quand vous avez consulté vos logs, ou si jamais vous vous en foutez de la sécurité, vous les regardez pas parce que vous trouvez ça chiant, c'est dommage, je vous le dis tout de suite, vous devriez apprendre à le faire. Pensez à effacer, parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez récupérer 1 giga. Hein. Parfois, si votre ordinateur, ça fait 2 ans qu'il tourne et qu'il enregistre les logs, vous pouvez grappiller un petit giga en faisant ça. Voilà, donc c'était les bases, hein, pour bien comprendre. Et on va terminer par le WMI. Alors, le WMI, c'est le Windows Management Instrumentation. Hein. Grosso modo, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses, mais c'est très utilisé pour un hacker pour faire du déplacement latéral, si vous voulez. Ce qu'on appelle du lateral movement. WMI, c'est une fonctionnalité utilisée à la base pour accéder aux composants du système d'exploitation Windows. Le WMI permet l'accès local et distant. C'est pourquoi c'est l'une des fonctionnalités de Windows que les attaquants utilisent souvent. D'accord? Ça va permettre de faire de la reconnaissance et de se déplacer latéralement. Alors, pour rappel, le mouvement latéral, hein, c'est le mouvement des attaquants qui vont accéder à d'autres machines du même réseau après avoir obtenu le premier accès, hein, l'initial foothold, sur la machine cible. Le WMI, il est souvent préféré par les attaquants car il est facilement disponible sur le système d'exploitation et on a de nombreuses fonctionnalités d'utilisation pour un attaquant. Hein, par exemple, on pourrait exécuter à distance des fichiers exécutables de cette façon. Donc, pour pousser des portes dérobées, des payloads, c'est extrêmement utile. Alors, utilisation de WMI, hein, on a la commande WMIC, d'accord? La machine, qu'est-ce qu'on a? On voit que c'est bien ça. Ouais. D'accord? On a tout le temps la version, comment dire, du système d'exploitation et le build, hein, le noyau, hein, si vous préférez. Là, le noyau qui fait tourner ça, c'est le 17763. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il y a des montées de version, vous avez des versions majeures, hein, qui sont là. C'est les builds. Donc nous, on est en 20H21. Il faudrait voir un petit peu la build que c'est, hein, sur Internet. Euh, donc voilà, on corrobore les informations. On récupère même le numéro de série du châssis. D'accord? Donc si jamais il y a un problème sur le serveur Amazon, hein, on peut lui dire, écoute, tiens, voilà, le product ID, va voir, et on voit que c'est du Xen. Donc c'est bien une machine virtualisée, hein, en x64, et HVM DOMU, c'est tout simplement, oui, il y a de la virtualisation via Xen. D'accord? Xen, c'est un hyperviseur. Donc c'est une machine
hyperviseur type 1, c'est-à-dire bare metal, d'accord? On fait tourner directement sur le serveur l'hyperviseur, d'accord? Il n'y a pas de système d'exploitation qui fait tourner, comme chez vous, un hyperviseur. Ça, c'est un hyperviseur type 2. Ça, c'est directement sur le cloud, donc c'est du bare metal. Voilà, pour les connaisseurs. Pareil, je peux faire de la reconnaissance. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il y a toujours plusieurs façons de faire, hein. Je peux faire un net user, ça je vous l'avais montré. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux utiliser WMIC, lui demander quoi? User account? Bah ouais, exactement. Sauf que je vais tout coller, d'accord? Je fais un get et je veux récupérer quoi? La variable name. Et là, il me dit, écoute, tiens, je suis allé voir ta variable name et voilà tout ce qu'il y a dedans, d'accord? On retrouve les utilisateurs, d'accord? On en a combien? 3, 3, 3, on en a 9. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça tombe bien, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, hein, WMIC, ça peut être utile, hein, pour récupérer. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Là, pareil, je vous redirigerai vers un lien, hein, que je vais vous mettre, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, d'accord? Donc vous devez parfaitement comprendre, hein, comment ça fonctionne parce que, on en a besoin, d'accord? On en a besoin et ça nous sert pour, attaquer, mais aussi pour défendre. Et qu'on a le boot config, on peut lui demander plein de choses, hein. Je peux lui demander le DMA channel, les channels DMA. Voilà, on peut récupérer, les contrôleurs IDE, hein, qui font fonctionner vos périphériques. On va lui dire IDE contrôleur. Vous voyez, en fait, on récupère plein d'informations, hein. On voit le bus PCI master, donc les bus, hein, qui permettent de faire communiquer vos périphériques avec la carte mère, hein. On a des IRQ, hein, qui permettent l'interruption du matériel, hein, au niveau du noyau. On a plein de choses. On a des jobs planifiés, hein, que vous pouvez appeler aussi. Je peux lui dire job. Donc là, il dit il n'y a aucune instance, hein. Je peux demander le load order. Voilà, là je vois ce qui se lance, d'accord? Le spooler group, l'external base. Donc là encore une fois, c'est mal formaté parce que ma fenêtre est tronquée, hein, d'accord? Mais on peut voir le caption, système réserve, ce qui se lance ou pas, si le driver est activé ou pas. Je peux récupérer des informations sur le CD-ROM si je veux. Pareil, il n'y a pas de lecteur CD-ROM sur la machine. Des informations sur le CPU. D'accord? Donc pareil, je récupère. On a quoi? Genuine Intel, c'est un Xeon E5 28, hein, 2686. D'accord? Donc vous voyez, on peut récupérer beaucoup d'informations. D'accord? On a le modèle, on a le stepping du microprocesseur, hein, puisque bah, vous avez des steppings. Des fois, il y a des révisions, hein. Vous l'achetez, il vient de sortir, c'est un stepping 1 ou 0. 0, généralement, c'est des steppings. C'est ce qu'on appelle, comment dire? On a ce qu'on appelle des ES, hein, c'est engineering stepping, hein, c'est-à-dire c'est des versions ingénieurs. Généralement, on les teste, hein, ils sont testés chez Intel, chez AMD. Les ES, parfois, vous pouvez en acheter sur Amazon, hein, pour pas cher. Pourquoi ils se vendent pas cher? Parce que généralement, après, on fait des révisions. Il y a des révisions et on a une révision A, révision B, révision C. Donc step 1, step 2, step 3. Et à chaque fois, on va corriger. On va corriger, soit on va améliorer les process pour qu'ils consomment moins. Ça reste la même architecture, le même processeur, mais il va consommer moins d'énergie. Des fois, on va corriger parce qu'il y a des portes dérobées qui sont découvertes. On va corriger ces portes dérobées, hein. On va rajouter des jeux d'instructions. Bref, on travaille sur les steppings, d'accord? C'est un peu comme les phases sur les voitures, hein. Vous avez une phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Tu as une Golf 1, Golf 2, Golf 3, Golf 4, Clio 1, Clio 2, Clio 3, Clio 4, Clio 5, Clio 6. D'accord? Les steppings, ça fonctionne pareil. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein. On pourrait en parler pendant des heures. WMI, vous avez beaucoup de choses, hein, et puis allez voir aussi, hein, comment on s'en sert pour attaquer, hein. Il n'y a pas de secret. D'accord? Donc ça clôture la formation. J'espère que ça vous a plu. C'était long. C'est vraiment les bases que vous devez connaître pour parfaitement être à l'aise et commencer avec Windows. Et regardez, pensez à regarder, pensez à creuser. Tous ces concepts, on n'a fait que les survoler. Je ne peux que les survoler. Maintenant, ça va être à vous de taffer pour être un crack sur Windows.
Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.